Bonjour à toutes et tous. Rebonjour à ceux qui nous ont fait l'amitié d'être là depuis le début de ce colloque et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est un colloque que nous organisons à quatre voix, si je puis dire, avec l'INSEE, les deux URSSAF, Bourgogne et Franche-Comté, et puis la Banque de France. L'idée, c'est de présenter la perspective sur les entreprises et sur les particuliers dans notre région, voir un petit peu l'impact de la crise et vers quoi nous nous orientons. Voilà, donc c'est une journée qui se déroule en plusieurs étapes. On a eu ce matin une intervention de l'URSSAF. Alors, je rassure ceux qui n'ont pas pu y assister, elle sera disponible en replay. Et je vous invite vraiment à la regarder. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et beaucoup d'informations à y récupérer. Et puis, je vais faire une intervention sur les comptes des entreprises, l'impact de la crise sur ces comptes, et suivra derrière une intervention de l'INSEE sur la situation des particuliers, des ménages. Donc, il faudra que vous restiez en ligne à l'issue de mon intervention. Cet après-midi, nous aurons un deuxième temps, donc une table ronde avec un échange avec des représentants de la région, et elle sera clôturée par une intervention de Monsieur le préfet de région, Fabien Sudry, qui viendra clôturer nos travaux. Donc moi, je vais vous parler des entreprises. On va passer un certain nombre de points. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'activité des investissements. On va regarder l'impact sur la capacité bénéficiaire des entreprises, voir si elle a été résiliente ou non. On passera ensuite aux questions de trésorerie qui ont été centrales tout au long de l'année 2020. Et puis, on regardera les financements, puisque bien évidemment, l'une des questions, c'est comment apurer l'endettement bancaire qui s'est constitué tout au long de cette période. Et on terminera par des éléments de perspective. Très rapidement, pour ne pas prendre trop de temps sur ces aspects-là, nous avons travaillé sur 7300 bilans, des entreprises qui font plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, et nous avons exclu les grandes entreprises pour qu'elles n'emportent pas la tendance. Donc on s'est concentré vraiment sur le cœur des entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, un point d'attention, nous n'avons pas les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 750 000 euros. Par conséquent, nous échappent bien évidemment les artisans, les professionnels, le commerce de détail. Donc il y a beaucoup de secteurs de notre économie qui échappent à notre étude. Nous, nous centrons plutôt nos résultats sur les PME. Je parlerai de tous les secteurs. À chaque fois, on essaiera de donner quelques indications sur l'ensemble des secteurs. On a scindé les services en deux catégories, les services d'entreprise et les services aux particuliers, parce que vous verrez qu'il y a eu des écarts assez significatifs. Et puis, on a voulu donner un focus sur deux secteurs qui sont particulièrement importants dans notre région. Le secteur de l'automobile, bien évidemment, c'est une part importante de l'industrie régionale. Et puis le secteur hébergement, restauration, tourisme, qui a été particulièrement impacté par la crise et qui présente des caractéristiques propres. Voilà notre échantillon. Alors je passe rapidement. Vous voyez que dans l'ensemble, on a à peu près 40% d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc on a une part significative de petites entreprises et on a 60% pour des entreprises de plus grande taille. Au niveau des bilans eux-mêmes, on a pris les bilans post-crise pour essayer de voir l'impact de la crise sur ces bilans et on comparera ces données aux données de l'exercice 2019, voire pour certaines valeurs, on ira sur des périodes un peu plus longues. Et vous avez le focus hôtel, café, restaurant, tourisme et industrie automobile. Alors, commençons par l'activité. C'est le point évidemment de départ. 2020, ça a été un choc d'activité pour toutes les entreprises dans tous les secteurs. Dans notre échantillon, l'activité a reculé de 6,6%. Vous voyez que c'est davantage que le niveau national, 5,2%. C'est la petite barre rouge qui montre le niveau national, qui permet des comparaisons. Ce que vous voyez, c'est qu'on a une rupture quand même de tendance, puisque ces dernières années, nous avions une économie régionale qui était plutôt en croissance, même si cette croissance avait tendance à ralentir, mais néanmoins, on était en croissance. Là, on a l'ensemble des secteurs qui affichent des replis, et des replis très significatifs, très forts, notamment l'industrie avec 11,7% de recul. C'est lié évidemment à ce secteur très particulier qu'est le secteur automobile dans notre région, puisque ce secteur affiche un recul de 22,4%.
Donc vous voyez que la crise dans le secteur automobile a été très forte et a entraîné une bonne part de la tendance de l'industrie de la région. C'est toujours vrai, hein. Si vous regardez nos enquêtes de tendance d'aujourd'hui, vous constaterez que la plupart des compartiments de l'industrie ont repris de la hauteur. Reste une difficulté très prégnante sur le secteur automobile et sur toutes les activités connexes. Et puis évidemment, le secteur hôtel, café, restaurant, tourisme, une baisse de 34,5%, comparable à ce qu'on constate au niveau national, mais évidemment extrêmement forte. Quand on regarde par taille d'entreprise, je passe rapidement, je ne veux pas être trop long sur ce point-là, mais plus l'entreprise est de taille importante et plus le recul de l'activité a été net. C'est assez contre-intuitif, hein. On pensait que c'est les plus petites qui seraient les plus impactées par cette crise. En réalité, quand on regarde par taille d'entreprise, ce sont les plus importantes qui ont connu des reculs les plus marqués. Évidemment, ce sont des ratios agrégés, hein. On raisonnait un ratio moyen. Il est toujours bon de pouvoir les confronter à des répartitions d'entreprises pour voir un petit peu comment ces mouvements se sont répartis au sein des entreprises elles-mêmes. Alors là, on vous présente des distributions. On a retenu, hein, pour que ce soit plus clair, on a éliminé les quartiles inférieurs et supérieurs. On s'est concentré donc sur les 50% d'entreprises qui ont eu des variations communes. Et quand vous regardez le graphique, vous voyez que tous les secteurs, tous sans exception, ont vu une baisse quasi homogène de leur activité. C'est une crise qui a frappé toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Ça a été une baisse d'activité généralisée et on ne constate pas, comme on a pu le constater certaines années, qu'un secteur a mieux résisté que d'autres. Dans l'ensemble, tout le monde a été affecté par cette baisse d'activité. Et quand on regarde évidemment nos deux secteurs particuliers, les deux focus que l'on fait, on voit que la baisse est extrêmement brutale pour le secteur HCR tourisme. Il en est de même pour l'industrie automobile. La quasi-totalité des entreprises affichent des replis en termes d'activité. Alors on a voulu regarder ce qui se passait au niveau des investissements, parce que bien évidemment, c'était un point important. Vous savez qu'en période de crise, les entreprises procèdent à des ajustements, généralement des variations d'effectifs, moindre recours à l'emploi salarié. Il y a un facteur dont on perçoit moins l'évolution, c'est l'investissement. Généralement, c'est quelque chose qui est moins visible. Donc on a voulu regarder ce qui s'est passé sur 2020, et on constate que dans l'ensemble, les investissements que l'on mesure par des acquisitions d'immobilisation dans ce graphique, on voit que ces investissements sont en très net recul. On est à moins 15,5% dans l'ensemble, alors qu'en 2019, hein, c'est le bâtonnet orange, nous étions en progression de 8,8%. Donc vous voyez qu'il y a eu vraiment un ajustement de l'investissement extrêmement net au cours de l'exercice 2020 dans tous les secteurs, y compris dans nos deux secteurs particuliers. Alors avec un point à observer, dans le sous-secteur hôtel, café, tourisme, hôtel, café, restaurant, tourisme, on a eu une baisse d'investissement qui paradoxalement a été moins marquée que dans d'autres secteurs. Probablement parce qu'il y avait des investissements qui étaient en route, peut-être l'effet rénovation des bâtiments pendant le premier confinement, où certains ont profité de cet arrêt de l'activité pour procéder à des travaux d'aménagement ou autres. Mais en tout cas, ce secteur-là a un recul de l'investissement qui est moins marqué que pour le reste. Le recul est extrêmement fort dans l'industrie automobile, mais c'est vrai qu'il suivait une année particulièrement soutenue d'investissement en 2019, puisqu'on était à pratiquement 22% de hausse des investissements. Et quand on regarde la distribution des entreprises, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont poursuivi les investissements, environ 40%, un peu plus, 42,4%. Donc 4 entreprises sur 10 ont poursuivi les investissements en 2020 et 6 sur 10, à peu près, hein, ont procédé à des diminutions d'investissement au cours de l'année. Et sur nos deux secteurs focus, on a des tendances extrêmement comparables. Venons-en maintenant aux capacités bénéficiaires. Comment cette baisse d'activité, comment ce choc d'activité s'est traduit sur la rentabilité des entreprises? Donc là, on a pris deux ratios, le résultat d'exploitation, qu'on a rapporté au chiffre d'affaires, et le résultat net.
Et on a comparé l'année 2020 à l'année 2019. Et ce qui est assez remarquable, c'est que l'on constate qu'entre 2019 et 2020, il y a finalement peu de variations. On se trouve sur des niveaux très comparables. Si je prends les résultats d'exploitation rapportés au chiffre d'affaires, donc en termes de marge d'exploitation, on est passé de 3,9% en 2019 à 4% en 2020. Donc on voit qu'on est sur les mêmes niveaux. Même chose pour les résultats nets. Donc il y a eu une extrêmement grande résilience des capacités bénéficiaires des entreprises. Alors on en a déjà eu un début d'explication avec la présentation de l'URSSAF. Bien évidemment, les entreprises ont pu ajuster leurs charges d'exploitation grâce en particulier, en premier lieu, à la mesure d'activité partielle qui a été abondamment utilisée dans notre région. Nos collègues de l'URSSAF ce matin nous disaient que c'était 785 millions qui avaient été consacrés à cette mesure d'activité partielle. Donc on voit qu'il y a eu une forte résilience des capacités bénéficiaires des entreprises due à un fort ajustement des charges d'exploitation qui ont permis de garder des résultats positifs. Et ce point est très important parce que ça signifie que les fonds propres des entreprises n'ont pas été ponctionnés par des pertes fortes qui seraient venues diminuer ce niveau de fonds propres. Donc dans un contexte où nos entreprises sont plutôt en retard en termes de capitalisation, c'était plutôt un point important. Et on voit que, au-delà, on va venir sur l'emploi, mais au-delà du maintien de l'emploi, il y avait aussi ce besoin de ne pas ponctionner les fonds propres des entreprises pour qu'elles gardent une solvabilité suffisante. Donc, quels que soient les secteurs, on se retrouve avec des niveaux à peu près comparables d'une année sur l'autre. Quand on regarde le nombre d'entreprises bénéficiaires, ce point est vraiment important. On a 82% des entreprises qui dégagent des bénéfices en 2020 contre 84% en 2019. Donc vous voyez que finalement, on reste très proche des niveaux d'avant-crise. Voilà, c'est un point important. Sur le graphique, la partie de droite en rouge, alors il est un peu compliqué, je vais passer rapidement dessus, mais ce que l'on constate, c'est que dans les entreprises qui ont dégagé, qui ont fait des pertes, les plus grandes entreprises, donc les PME de plus de 10 salariés, sont surreprésentées. Elles sont plus nombreuses qu'elles ne devraient l'être au regard de leur poids dans notre échantillon. Alors on a les mêmes chiffres pour évidemment le secteur HCR, tourisme et industrie automobile. Là en revanche, les deux secteurs, ces deux compartiments, connaissent des pertes d'exploitation et de résultats nets en 2020 de manière assez significative. La baisse d'activité a été telle, évidemment, que les bénéfices n'ont pas pu être maintenus. Quand on regarde, alors je le disais il y a un instant, évidemment, l'un des points clés, ça a été la mesure d'activité partielle, qui a été extrêmement efficace. C'est une grande leçon d'ailleurs de la crise de 2008, où à cette période, les entreprises avaient ajusté de manière extrêmement brutale leurs effectifs, et on avait vu toutes les difficultés qu'elles avaient eues à repartir, faute d'emplois suffisants. Là, à l'occasion de cette crise, la mesure qui a été mise en place a été extrêmement efficace. Vous le voyez par ce graphique. Vous avez les bâtonnets bleus, ce sont les variations de chiffre d'affaires, et vous avez les bâtonnets verts, ce sont les variations d'effectifs. Et vous voyez que les effectifs ont été ajustés d'une manière bien moindre que le niveau d'activité lui-même. Donc on a pu préserver l'emploi en dépit de baisses d'activité extrêmement fortes. C'est vrai, y compris pour nos deux secteurs HCR, tourisme et industrie automobile, où les baisses d'effectifs, qui sont quand même plus marquées, parce que c'est vrai que l'activité a beaucoup plus souffert, mais néanmoins ne sont pas aussi lourdes et importantes qu'on aurait pu le craindre. Et évidemment, ce qui se passe avec ces mesures, c'est que les charges de personnel, quand on les mesure en pourcentage du chiffre d'affaires, eh bien, ces charges de personnel sont restées très stables, en définitive. Les masses salariales ont été ajustées à l'activité, ce qui évidemment permet de garder la capacité bénéficiaire des entreprises. Donc vous voyez que dans tous les secteurs, ça a été le cas. Les charges de personnel sont restées en poids relatif dans le chiffre d'affaires d'un même niveau, y compris pour nos deux secteurs particuliers.
Et quand on regarde la part des entreprises avec un effectif en baisse ou en hausse, on voit que là encore, quel que soit le secteur, on a des évolutions qui sont extrêmement comparables, y compris dans l'hôtel, café, tourisme et l'industrie automobile, où là par contre, les baisses sont beaucoup plus nombreuses que dans les autres secteurs. Un autre point, une autre mesure de soutien qui a été mise en œuvre pendant cette crise sanitaire, ça a été les subventions, notamment le fonds de solidarité. Donc on a essayé de regarder ce que ça pesait dans le chiffre d'affaires des entreprises de notre région au plus fort de la crise. On voit que ce sont les services aux particuliers qui ont le plus bénéficié de ces subventions, de ce fonds de solidarité. 4,4% du chiffre d'affaires en 2020 contre 2,1% en 2019. Donc on a doublé, on a plus que doublé. Évidemment dans le service des particuliers, et ça s'explique par le secteur hôtel, café, restaurant, tourisme, qui a vu multiplier par 10 le poids des subventions dans son chiffre d'affaires en 2020. La filière automobile a été moins bénéficiaire de ces subventions. On reste sur des niveaux comparables aux autres secteurs de la région. Venons-en à la trésorerie. Alors, j'essaie d'être assez rapide. J'espère que je ne suis pas trop rapide. Hein. Faites-moi signe si je vais trop vite. Mais vous aurez la possibilité d'avoir notre étude. Hein. Elle va être publiée dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Vous aurez tous les chiffres. Là, j'essaie juste de vous donner les grandes tendances. On a regardé l'impact sur la trésorerie de cette crise, de cette baisse d'activité, pour voir un petit peu comment les entreprises avaient pu réagir. Alors là, sur ce graphique, vous avez en bleu les flux générés par l'activité, hein, donc les encaissements moins les décaissements, les flux de trésorerie qui ont été générés par l'activité. Alors on retrouve évidemment tout ce qui relève de la variation des BFR et tout ce qui relève de la CAF. Et vous voyez que sur l'ensemble de notre économie, en 2020, on est sur des niveaux de 3,9%, comparables en pourcentage du chiffre d'affaires, des niveaux comparables à ceux qu'on avait connus en 2019. Et puis on a regardé de l'autre côté, c'est le bâtonnet jaune, les besoins de financement des investissements. Et donc la part qui a été, pour couvrir ces investissements, la part qui a été consacrée, du chiffre d'affaires consacré à ces investissements a été à peu près comparable à celle de 2019, même si en volume, comme je l'ai indiqué, les investissements avaient beaucoup baissé, mais les entreprises ont continué d'investir et ont juste ajusté le niveau d'investissement au niveau de trésorerie généré par l'activité. Et donc on se retrouve avec un flux de trésorerie lié à l'exploitation, c'est-à-dire les flux générés par l'activité, moins les besoins de financement, moins les besoins de couverture des investissements. On se retrouve avec des flux de trésorerie liés à l'exploitation qui, en définitive, restent solides, hein, puisqu'on est globalement à l'équilibre. Donc on n'a pas un besoin de trésorerie supplémentaire qui est apparu de manière très nette au cours de cette crise. C'est un point qui est important parce que c'était un des sujets de préoccupation. Quels allaient être les impacts de la crise sur la trésorerie des entreprises. Et de ce que l'on a pu voir, à la fois par l'ajustement des charges d'exploitation et par la maîtrise des investissements, en définitive, la trésorerie générée par l'exploitation a été maintenue. Ce qui explique d'ailleurs, hein, c'est une des raisons pour lesquelles on retrouve beaucoup d'entreprises qui ont vu leur trésorerie s'améliorer en fin de crise sous l'effet de la mise en place de nouveaux crédits, notamment les PGE. On s'est demandé, hein, on a constaté tout au long de l'année 2020 et tout au long du premier semestre 2021, quand on regarde les dépôts bancaires des entreprises, on s'aperçoit qu'ils sont en forte croissance, à peu près à même hauteur que la croissance des entreprises, des crédits de type PGE. Et donc on se demandait pourquoi les entreprises avaient finalement peu besoin de tirer sur leur trésorerie et avaient vu au contraire leur trésorerie se conforter en fin de crise. Eh bien, ça vient de ce que les ajustements ont pu être faits dès les niveaux d'exploitation et le recours à l'endettement a été moindre qu'il n'aurait pu l'être si les mesures d'ajustement des charges n'avaient pas été prises. On a quand même une différence sur les secteurs, sur le secteur un peu emblématique, hôtel, café, restaurant, tourisme, puisque là on voit
que le flux de trésorerie généré par l'activité a fortement chuté. Il n'est plus que de 1% du chiffre d'affaires. Il était de l'ordre de 7% en 2019. On a vu, j'en ai parlé tout à l'heure, que les investissements avaient été poursuivis tout au long de l'exercice 2020. Évidemment, le résultat, c'est que les besoins, les flux de trésorerie liés à l'exploitation sont en fort recul, de l'ordre de 9%, ce qui nécessite évidemment des besoins de financement supplémentaires. Et on le verra tout à l'heure quand on regardera l'évolution de l'endettement bancaire. Et puis l'industrie automobile, comme pour le reste de l'industrie, les entreprises ont réussi à ajuster. On se retrouve finalement avec des flux relativement équilibrés. Cela concerne tous les secteurs. Et là, on a voulu regarder ce qui explique que les entreprises avaient pu maintenir des flux de trésorerie d'exploitation satisfaisants. Alors, il y a eu, dans tous les secteurs, un ajustement des besoins en fonds de roulement d'exploitation. Vous voyez que tous les secteurs sont en repli, donc on générait des ressources par une réduction des BFR. Et puis, quand on regarde les paiements, le crédit interentreprise, les délais clients ou les délais fournisseurs, c'était une crainte qu'on a eue au moment de la crise. On s'est dit, il va y avoir des difficultés. Certains fournisseurs ne vont pas être payés en temps, certains clients vont avoir des difficultés à régler. Donc il y avait cette préoccupation. Quand on fait le bilan au terme de l'année 2020, eh bien, on voit qu'en réalité, les délais de paiement n'ont que peu évolué. On est passé de 51 jours à 52 jours sur les délais clients en 2020 et de 44 jours à 47 jours sur les délais fournisseurs. Vous voyez que l'un dans l'autre, ce que l'on pouvait craindre n'a pas eu lieu. Donc c'est plutôt un point positif parce que ça a permis une meilleure fluidité de la trésorerie entre les entreprises et entre les secteurs. On a juste un point d'attention sur le secteur HCR Tourisme, hôtel, café, restaurant, tourisme, puisque là, par contre, les BFR d'exploitation sont en hausse, ce qui génère des besoins de trésorerie supplémentaires. Quand on regarde la répartition des entreprises, parce que évidemment, les ratios que je vous ai donnés sont des ratios moyens, il faut encore regarder comment ça se répartit au sein de la population d'entreprise. Eh bien, on voit qu'entre 2019 et 2020, là encore, on a des tendances assez comparables, avec des flux de trésorerie qui, en 2020, ont eu plutôt tendance à se conforter comparé à 2019. C'est un point finalement assez surprenant, mais qui se confirme dans les comptes des entreprises. Voilà, pas de distinction particulière à avoir pour nos deux secteurs témoins. Là, on vous a mis, je vais passer rapidement, on vous a mis la répartition des investissements par secteur. Bon, je passe rapidement parce que gardez l'idée que globalement, les investissements ont été nettement ajustés à la baisse et recalés sur les niveaux d'activité qu'on a pu avoir en 2020. Venons-en maintenant au financement bancaire, puisque ça a été l'une des caractéristiques de cette crise, c'est qu'il y a des financements bancaires qui ont été mis en place de manière massive et de manière extrêmement rapide, notamment via le PGE. Donc on a eu une augmentation extrêmement forte de l'endettement de l'ensemble des entreprises. C'est le bâtonnet rose que vous avez sur votre graphique. Et on retrouve, c'est le bâtonnet vert, une variation de la trésorerie active qui est à minima comparable à celle de l'endettement, voire supérieure. Donc en définitive, il y a assez peu de secteurs qui ont eu besoin de tirer sur ces crédits pour compenser des insuffisances de trésorerie dues à un repli de l'activité en 2020. Donc on le constate dans à peu près tous les secteurs. Et on voit que c'est dans le cercle que vous avez au-dessous du graphique, on voit que le nombre d'entreprises qui ont eu recours à des PGE est assez conséquent, puisqu'on est sur un peu moins de 40% dans l'ensemble. Donc on a quand même eu un recours extrêmement important au PGE, mais en définitive avec des besoins immédiats qui étaient moindres que ce que l'on aurait pu craindre. En revanche, quand on regarde nos deux secteurs témoins, sur l'industrie automobile,
on retrouve les grandes tendances de l'industrie. Par contre, sur le secteur HCR Tourisme, hôtel, café, restaurant, tourisme, là, en revanche, il y a eu un endettement croissant, mais une diminution de la trésorerie. Ça signifie que ce secteur a eu besoin de ponctionner sur les PGE pour pouvoir faire face aux impasses de trésorerie auxquelles elles étaient confrontées. Alors évidemment, ça se traduit par une augmentation du ratio d'aide bancaire sur capitaux propres, puisque, comme je l'ai dit, on a eu une forte augmentation de l'endettement sur l'exercice 2020, avec des fonds propres qui finalement sont restés relativement stables. Donc le ratio a fortement augmenté dans tous les secteurs, y compris dans les deux secteurs témoins que nous avons cités. Donc on se retrouve avec un taux d'endettement qui s'est fortement accru, mais, élément de flexibilité, on a des trésoreries actives qui sont extrêmement bien garnies aujourd'hui. Néanmoins, quand on regarde la répartition entre les entreprises, c'est le graphique que vous avez là. Donc, en orange ou marron, selon la résolution de votre écran, vous avez l'année 2019. En bleu, vous avez l'année 2020. Donc, on voit que les taux d'endettement bancaire se sont plus fortement accrus au niveau des entreprises les plus fragiles. Donc, on a le 10e décile, on a 10% des entreprises qui ont des taux d'endettement qui dépassent les 200%, donc c'est extrêmement lourd. On était à un petit peu moins de 150% en 2019, donc vous voyez qu'il y a des entreprises les plus fragiles qui ont vu leur taux d'endettement s'accroître de manière extrêmement forte. Et puis on a un nombre croissant, c'est le décalage de la courbe horizontale. Quand on prend les entreprises avec un taux d'endettement de 100%, là encore, on en a beaucoup qui ont atteint, voire dépassé ce niveau, puisqu'on était autour de 15% d'entreprises ayant un taux d'endettement de l'ordre de 100%. On est aujourd'hui autour de 25%. Donc il y a un point d'attention à avoir sur les entreprises qui sont les plus endettées. Là, c'est une répartition par secteur et par décile. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution par secteur. Je vais passer rapidement parce qu'en définitive, on est sur des niveaux assez comparables au reste des autres secteurs. Évidemment, vous voyez que ce sont les secteurs HCR, tourisme et industrie automobile qui ont des niveaux d'endettement les plus importants, ou ce sont les entreprises qui sont les plus fréquemment fortement endettées. Venons-en maintenant aux situations de fragilité financière telles qu'on peut l'identifier. Alors, c'est un graphique que nous aimons bien parce qu'évidemment, nous essayons de déterminer quelles sont les entreprises qui pourraient avoir des difficultés dans les mois et les années à venir. Alors, ce graphique, il positionne les entreprises selon l'augmentation de leur endettement et selon la variation de leur trésorerie. Pour être assez simple, quand une entreprise voit son taux d'endettement augmenter, mais que dans le même temps, la trésorerie active augmente, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. C'est tout simplement des ressources financières qui ne sont pas encore utilisées. Il y a de la flexibilité. Quand on a une entreprise dont la trésorerie diminue, mais dans le même temps, l'endettement également recule, on voit bien qu'on est dans une évolution qui est à peu près normale. Quand on a une entreprise qui à la fois diminue son endettement et augmente sa trésorerie, c'est le cadran en bas à droite. Là, par contre, on est dans une situation de consolidation de la situation de ces entreprises. On est dans une évolution très favorable. Les entreprises que nous regardons plus particulièrement, c'est ce que l'on appelle le cadran sensible. Ce sont les entreprises qui ont à la fois une hausse de leur endettement et une diminution de leur trésorerie. Là, c'est probablement des entreprises qui pourraient être amenées dans les années qui viennent à rencontrer quelques difficultés, donc il faudra le regarder. Alors dans ces entreprises, ce que l'on a regardé, c'est évidemment celles qui étaient en difficulté avant la crise et celles qui sont en difficulté depuis la crise. Et ça se répartit à peu près à égalité. Donc on a un peu moins de 10% des entreprises pour lesquelles on a une préoccupation en termes de fragilité financière. Voilà. Et plus le temps passe, plus nous sommes amenés à réviser à la baisse ces indicateurs, parce qu'en définitive, l'activité reprenant rapidement,
ce souci s'estompe progressivement. Alors on me fait signe qu'il faut que j'accélère, donc je vais aller un petit peu plus vite. Évidemment, la hausse de cet endettement bancaire fait que les capacités de remboursement se dégradent. Sur la base des résultats de 2020, il faut aujourd'hui 2 années de résultats pour pouvoir apurer l'endettement. C'était 1 année, 3 en 2019. Et quand on regarde ce que serait cette capacité de remboursement si on retrouvait les niveaux de résultats de l'année 2019, eh bien finalement, ça ne changerait pas beaucoup, tout simplement parce que finalement, comme les résultats ont peu évolué d'une année sur l'autre, on reste sur des niveaux à peu près comparables. Là où, en revanche, il y a une préoccupation, c'est pour le secteur HCR Tourisme et le secteur industrie automobile, où on arrive à des capacités de remboursement qui reculent nettement et qui deviennent pas encore totalement préoccupantes, mais en tout cas qui nécessitent qu'on y veille, qu'on y fasse attention. Là, vous l'avez sur l'ensemble des secteurs. Vous voyez qu'on a réparti selon la capacité de remboursement. On a 17% des entreprises dont la capacité de remboursement dépasse les 7 années. C'est vraiment là un point d'attention. Ce sont ces entreprises sur lesquelles il faut porter notre attention parce que ce sont celles-là qui risquent d'être en difficulté dans les années qui viennent. Et c'est tout particulièrement vrai pour hôtels, cafés, restaurants, tourisme et industrie automobile. Nous avons demandé aux dirigeants comment ils voyaient un petit peu cette sortie de crise. Alors on les a interrogés et là vous avez quelques réponses sur les perspectives de chiffre d'affaires et de résultats nets. Je ne vous cache pas qu'on est un peu, non pas déçus des résultats de cette enquête, mais on a le sentiment que les chefs d'entreprise ont été prudents dans leurs prévisions. Alors c'est vrai que c'est une enquête qui a été lancée avant l'été, mais qu'il n'y ait moins de la moitié des entreprises qui estiment que leur activité va progresser en 2020, c'est quand même un peu étonnant quand on voit la force de la reprise aujourd'hui. Donc on pense que si on la refaisait aujourd'hui, on aurait probablement des résultats un petit peu meilleurs. Et sur les résultats nets, il n'y a que 20% des entreprises qui pensent qu'elles ne pourront pas faire des bénéfices en 2020. On est à peu près sur les niveaux en 2021, pardon, on est sur les niveaux de 2020. Juste très rapidement, un point sur l'endettement bancaire. Alors, on a essayé de regarder depuis le début de l'année. Depuis mars 2022, on a eu une forte hausse de l'endettement, des crédits mobilisés. Les banques ont distribué massivement du crédit. Quand on regarde depuis début janvier 2021, on voit que la distribution de crédit tente à reculer. C'est logique, c'est normal, mais pas encore de manière trop forte. Donc on reste sur des niveaux de recul réguliers. On voit que la distribution de crédit aujourd'hui se ralentit. Encore une fois, ça n'est pas étonnant après ce que l'on a connu en 2020. Là, c'est par répartition d'entreprise. Je vais passer rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Alors, les enjeux pour les années qui viennent. Donc on a regardé la structure des passifs des bilans des entreprises pour essayer de voir comment la crise les avait modifiés, transformés, et comment il faudrait faire dans les années qui viennent pour revenir à une situation plus satisfaisante. Le premier constat, c'est que les passifs des entreprises ont augmenté en moyenne de 7%, 6,9% dans notre échantillon. Ça signifie que les ressources à disposition des entreprises ont été très significativement accrues en 2020. Alors évidemment sous l'effet de la distribution de crédit, mais également sous d'autres formes, comme par exemple les dettes financières, sociales et financières, dont le poids dans le passif est inchangé d'une année sur l'autre, mais néanmoins, comme la taille du passif augmente, on voit que les ressources des entreprises ont augmenté. Le point d'attention, c'est que l'augmentation de la dette bancaire a provoqué une diminution du poids des capitaux propres dans le total du passif. Donc c'est un point qui est important à noter. Ça n'est pas que les capitaux propres ont reculé, ce n'est pas parce qu'ils ont été amputés des pertes d'exploitation de 2020 que ces capitaux propres voient leur part relative diminuer, c'est parce qu'il y a eu un endettement extrêmement fort qui a été mis en place en 2020
et qui provoque ce réajustement du poids de chacune des ressources. Alors, quand on regarde la composition agrégée des financements, les capitaux propres sur le total du passif, ça reflète, c'est juste comment dire, une précision de ce que je viens de dire à l'instant. On voit qu'ils étaient relativement stables au cours des années qui se sont écoulées. Et puis là, en 2020, on a un recul. Mais soyons raisonnables, c'est quand même pas un recul violent. On passe de 42,5% à 40%, un point d'intention, mais qui n'est pas non plus dirimant. C'est quelque chose qui a eu lieu dans tous les secteurs, quels qu'ils soient, y compris d'ailleurs dans nos deux secteurs témoins, hôtel, café, restaurant, tourisme et industrie automobile, où là en particulier, dans le secteur de l'industrie automobile, on commence à atteindre des niveaux de capitaux propres sur le total du passif assez insuffisants. Donc il faudra que l'on regarde quand même ce point dans les années qui viennent. Et là, c'est un phénomène, contrairement à ce qu'on a pu avoir pour d'autres ratios, c'est un phénomène qui a touché indistinctement toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur position. Vous voyez que 2019, c'est la courbe marron-orange. 2020, c'est la courbe bleue. Vous voyez qu'il y a une translation vers le bas pour l'ensemble des entreprises. Donc, c'est vraiment un phénomène généralisé. Quand on regarde par décile, pour faire un petit peu le pendant avec les ratios moyens, pour distinguer un petit peu, on voit qu'il n'y a finalement pas eu d'évolution extrêmement forte entre 2020 et 2019 dans la plupart des secteurs, sauf dans les services les particuliers pour lesquels on a quand même des niveaux d'endettement qui se sont accrus au fil du temps. Voilà. Alors, même chose pour hôtel, café, tourisme, industrie automobile. Alors, ça nécessiterait évidemment de bien plus longs développements, mais je n'ai pas le temps ce matin, mais on pourra y revenir. Voilà, j'en ai terminé. J'ai eu l'impression d'aller effectivement très vite. Je vous prie de m'en excuser, mais vous pourrez bénéficier de la totalité de l'étude et puis y revenir. Mais je voulais qu'on laisse un peu de temps aux questions s'il y en a. Je me tourne vers le modérateur. Oui, alors, une question là qui est arrivée tout à l'instant quasiment, sur le recul affiché dans le commerce de chiffre d'affaires, qui surprend certains qui s'attendaient à une baisse plus significative que celle que l'on affiche. Alors, je rappelle, je l'ai dit au début, mais peut-être que ça n'a pas été bien entendu, on n'est pas sur le commerce de détail. Donc effectivement, sur le commerce final, on a des évolutions qui sont beaucoup plus fortes que ce que l'on peut avoir. Là, on est plutôt sur du commerce de gros, du commerce déjà avec des niveaux de chiffre d'affaires suffisants. Donc effectivement, on n'a pas un recul aussi important qu'on aurait pu l'avoir. C'est-à-dire que les transactions ont continué à se faire. Il y a eu un désajustement au moment du premier confinement parce que les équipes n'étaient pas en place. Donc là, on a vu, quand on a regardé les données infra-annuelles, on a vu des évolutions extrêmement fortes, extrêmement lourdes. Mais dès que les équipes ont pu se remettre en place, dès que tout ça s'est remis en place, eh bien, le commerce finalement a pu redémarrer. Donc on a eu effectivement un moment difficile, mais qui est passé dès que les mesures sanitaires ont été opérationnelles. Merci. Alors, une autre question sur l'arrivée prochaine des premières échéances de remboursement du prêt garanti par l'État. Est-ce que les entreprises, compte tenu de la reprise d'activité actuelle, semblent en mesure de faire face à ces prochaines échéances ? On n'a pas d'inquiétude majeure sur les PGE. On a regardé quel était le risque de défaut de ces PGE. À chaque estimation que l'on fait, finalement, on est amené à les réviser à la baisse. Donc, on n'a pas d'inquiétude majeure sur les PGE parce que nous avons, d'une part, des capacités bénéficiaires, comme je l'ai dit, qui ont été résilientes, qui restent solides, et puis une reprise de l'activité extrêmement forte, extrêmement rapide.
Là où on a une interrogation, c'est que beaucoup d'entreprises vont devoir reconstituer leur BFR. En particulier, il y a des tensions sur les stocks. On a aussi un renchérissement du coût des matières premières. Mais ce que l'on constate, c'est que les entreprises ont la trésorerie nécessaire pour pouvoir reprendre cette activité en sortie de crise, ce qui devrait générer suffisamment de cash pour pouvoir apurer l'endettement, puisqu'on a vu finalement que générer du cash pendant cette période de crise a été encore possible pour les entreprises. Alors évidemment, le point d'attention, c'est qu'on ne bénéficiera plus des mesures de soutien qu'on a pu connaître en 2020, comme l'activité partielle et d'autres types de mesures. Alors c'est un peu effectivement ce que en partie vous venez d'y répondre, c'est effectivement sur la distribution bancaire actuelle et sur l'accès au crédit bancaire par les entreprises. Est-ce qu'il est noté une évolution particulière et un recours toujours soutenu à l'endettement bancaire? Alors la distribution de crédit en 2020 a été extrêmement massive, extrêmement rapide et indifférenciée. C'est-à-dire que tout type d'entreprise et tout secteur ont pu bénéficier de cet apport de financement bancaire d'une manière extrêmement rapide. Ça s'est mis en place de manière extrêmement simple. Finalement, c'était une belle réussite. On ne voit pas d'évolution aujourd'hui forte. C'est-à-dire que quand on interroge les entreprises pour savoir si elles obtiennent les financements bancaires dont elles ont besoin, très majoritairement, elles nous répondent qu'il n'y a pas de difficulté à avoir ces financements. Restent des cas particuliers, notamment parce que dans un certain nombre de cas, les ratios de solvabilité se sont dégradés. C'est le point sur lequel il va falloir travailler, c'est-à-dire redonner de la solvabilité aux entreprises pour qu'elles puissent à nouveau ou reprendre leur activité ou redémarrer les investissements. Mais pas d'inquiétude majeure à ce stade. Une dernière question peut-être sur la reprise de l'activité et la reprise de l'investissement. Est-ce que nous avons des éléments sur ces sujets qui permettraient de mesurer un petit peu la vigueur de la reprise et à la fois de l'activité et de l'investissement? On les a pas en instantané. En instantané, on a les intentions d'investissement. Et ces intentions d'investissement sont plutôt bien orientées. En revanche, pour les mesurer, c'est toujours très compliqué de les mesurer, puisqu'on ne peut le voir qu'au travers des comptes ou éventuellement au travers de déclarations des entreprises. Mais ça va être un des points d'attention à avoir sur les comptes 2021, voir comment les investissements ont redémarré. À aujourd'hui, on a le sentiment que l'investissement devrait repartir de manière assez significative parce qu'en définitive, on n'a pas eu des arrêts de programme d'investissement, on a plutôt eu des ajustements de programmes d'investissement aux capacités de financement des entreprises en 2020. Donc si l'activité redémarre de manière aussi forte qu'elle le fait aujourd'hui, les investissements derrière vont être mis en place. Je crois que nous arrivons au terme de notre intervention. Juste donc pour vous remercier évidemment d'avoir participé à ce webinaire.